Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on vous cause de la dernière adaptation hollywoodienne de Donjons et Dragons qui est sortie ce 12 avril. Bon, je vais pas faire durer le suspense très longtemps, la rumeur est vraie, c'est une plutôt bonne surprise. Bon, c'est pas le film du siècle, hein, évidemment, mais c'est sympa. Et en plus, c'est devenu un bon exemple à donner la prochaine fois que vous déballez vos arguments pour descendre un film que vous avez pas aimé et que quelqu'un débarque avec le sempiternel « Oh mais ça va, hein, c'est que du divertissement, c'est pour poser son cerveau, blablabla ». Donjons et Dragons prouve en effet que le divertissement c'est aussi un art, ou du moins un artisanat, et que ça peut être très bien fait, surtout quand tu le compares au tout venant du blockbuster hollywoodien du moment. Pourquoi ? Allons-y point par point. Premier point, c'est un film qui revient de très loin. Pour rappel, Donjons et Dragons est un jeu de rôle, le plus célèbre des jeux de rôle on peut le dire je pense, et cette nouvelle adaptation, on l'attendait quand même un peu la dague entre les dents. Ça puait la production bien cynique, bien en dessous de votre gueule. Alors oui, c'est difficile de faire pire, ou mieux, c'est selon, que le prodigieux nanar de 2000, qui vaut le coup d'œil ne serait-ce que pour la prestation, disons, habitée de Jeremy Irons. Let the blood rain from the sky. Oui, désolé Nicolas, il a bien failli te battre sur ce coup-là. Mais on pourrait croire que le succès d'une certaine série Netflix a forcément influencé la mise en chantier du film. Les potes d'Eleven ont fait redécouvrir le jeu à une génération entière, et tant mieux d'ailleurs. À l'époque, c'était le moment idéal pour relancer la franchise au cinéma, histoire de surfer sur leur petit regain de notoriété. Sauf que la réalité est un peu plus complexe que ça. En réalité, cela fait pas mal de temps que les studios hollywoodiens veulent ressusciter la licence Donjons et Dragons. Ça fait presque 10 ans en fait. Donc avant la saison 1 de Stranger Things, plusieurs studios se sont engagés dans une belle bataille de droits jusqu'à ce que Paramount ne mette la main sur le projet via Hasbro. Et dans les faits, c'est compréhensible. Ça fait aussi 10 ans que le modèle Marvel et la mode des univers étendus font leur loi dans l'industrie, et D&D, c'est le terreau idéal pour se lancer dans cette course. Le concept du jeu, c'est justement de proposer un univers étendu pour que les joueurs puissent créer leurs propres histoires. C'est du pain béni, t'es même pas limité par le nombre de personnages ou par leur popularité, comme dans le cas des comics, qui sont d'une richesse incroyable, bien sûr, mais il y a forcément des limites, et d'ailleurs on commence à bien les voir, les limites. Là c'est open bar, en théorie tu pourrais faire des films pendant 50 ans tant que ça plaît aux gens. Et forcément du coup, on s'attendait à un prologue de franchise bien lourdingue, voire à un pilote de série qui te tease 45 trucs sans jamais trop rien te montrer. Et en plus, le truc est réalisé par John Francis Daly et Jonathan Goldstein, scénaristes qui un jour étaient prétendants à la mise en scène de The Flash. Vous allez me dire, comme la moitié d'Hollywood, certes, mais ils ressemblaient quand même pas mal à des Yes Man. On aurait mieux fait de leur laisser le bénéfice du doute. Parce que miracle absolu, en fait, Donjons et Dragons se suffit à lui-même. C'est une vraie aventure avec un début, une fin, des personnages qui évoluent, etc. La scène post-générique, c'est juste une blague supplémentaire, c'est tout. Et pour moi, c'est déjà très bien de poser ses fesses dans une salle de cinéma sans avoir dû réviser 14 films et 18 séries pour comprendre pourquoi les gens crient dès qu'il y a un nouveau bonhomme en lycra. Mieux encore, et c'est le deuxième point, c'est un récit généreux. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de te vendre une franchise, de faire la pub du prochain volet, ou de prendre part à un business plan qui aboutira sur un sous-traitement de chaque aspect de ton film. Le but, c'est de te divertir en continu, tout simplement. Alors attention, je dis pas que Paramount n'espère pas faire une suite ou en tirer une franchise. Il est possible que ça continue, et c'est logique, c'est la loi du marché. Mais très clairement, le scénario n'obéit pas à ce cahier des charges. Alors que par le passé, ça a donné des trucs assez marrants, cette philosophie. Je sais pas si vous vous rappelez le Dark Universe de Universal, où ils voulaient faire un univers étendu avec les Universal Monsters. Ils ont engagé tous les acteurs les plus bankable des années 2000, ils en ont fait une jolie photo de classe. 3 semaines plus tard, il y a cette grosse merde de la momie qui débarque en salle, qui se fait recevoir tièdement par le public et qui se fait défoncer par la critique. Et hop, on annule tout. Rien de tout ça pour l'instant avec Donjons et Dragons, qui se fout pas mal d'introduire quoi que ce soit, et qui mise avant tout sur le rythme. Et franchement, ça marche plutôt bien. Enfin forcément, il n'échappe pas aux scories des gros films du moment, il y a un caméo
hyper inutile, ils sont quand même obligés de désamorcer les situations par l'humour, et les made painting numériques sur les plans larges piquent un peu les yeux. Mais voilà, les moments de bravoure s'enchaînent, et on a quelques bonnes idées de mise en scène, quelques chorégraphies très cool avec Michel Rodriguez, le tout via une trame narrative simple, mais assez efficace. Il y a même des trucs super éculés qui paraissent tout de suite beaucoup plus intéressants. Je vais pas trop en révéler, mais le thème de la rédemption, qui est vraiment un archétype absolu du cinéma américain, hollywoodien, ce thème il est plutôt bien traité. Ils en font pas 3 tonnes, et ça marche. Même le plan séquence numérique, qui est vraiment devenu le truc relou et grossier du moment, c'est assez imaginatif. Comme quoi, avec un peu de sincérité, tout est possible. C'est donc ça qui fait de Donjons et Dragons l'exemple type du divertissement estival plaisant. C'est modeste, c'est une intrigue de fantasy modeste, avec des enjeux modestes, et surtout c'est un film qui assume de n'être qu'une petite pastille insouciante à déguster entre 2 mojitos. Et ouais, je sais, on est en avril, mais c'est pas moi qui gère le planning. Ce qui m'amène à mon 3e point, l'adaptation. Encore une fois, le film avait tout pour prendre les gens de haut. On a tous ce pote avec qui on va voir des films de comic book et il te regarde avec mépris et il fait « Quoi, t'as pas reconnu la brassière du variant Delta de la Ligue de la Justice? Ça sera super important dans le crossover prévu en 2030 !» Oui, des fois, ce genre de relou, c'est un peu nous aussi. Niveau fanservice élitiste, encore une fois, ils avaient un boulevard, je vous apprends rien en vous disant que D&D c'est une science à part entière. Enfin, il y a quand même un mec qui joue non-stop depuis 40 ans, quoi, ça. C'est de la passion, ça, Sauf que les fans de la première heure du jeu sont souvent très enclins à partager cette passion avec les néophytes. Et en ça, le film rend bien hommage à leur créativité. C'est pas compliqué, pour moi, c'était la meilleure manière d'adapter le jeu. Au lieu de balancer des références par série de 12, il pioche dans l'univers des choses très précises, des monstres, des races, et surtout des objets. Et ils s'amusent avec, ils s'en servent de moteur pour les différentes scènes. Je prends par exemple l'exemple d'un certain miroir. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est un objet magique, on nous explique comment ça marche, et puis ça devient un prétexte pour construire quelques scènes d'action vraiment sympas et quelques gags super inventifs. Et tout le film est construit un peu sur cette logique, c'est une succession de séquences qui empruntent un ou plusieurs éléments à D&D et qui se construisent autour de ça. Encore une fois, procédé très modeste, mais qui fonctionne. Et finalement, ça représente bien ce qui fait l'attrait de Donjons et Dragons, et plus généralement du jeu de rôle. Le monde de D&D est un carcan conçu pour que d'autres personnes, donc les maîtres du jeu ou les cinéastes, s'en emparent, jouent avec. C'est un bac à sable qui est assez complexe et généreux pour inspirer des super aventures. Et c'est dans ce climax où chaque membre de l'équipe apporte sa pierre à un édifice collectif, soit la base d'un jeu de rôle, qu'on se rend compte que les mecs, ils ont réussi leur coup. Rien de bien révolutionnaire, ni de bien original là-dedans, mais contre toute attente, cette humilité, qui est assez rafraîchissante dans le paysage hollywoodien actuel, elle plaît. La presse américaine a presque unanimement salué la sympathie du bousin. Paramount en était même plutôt conscient, puisqu'ils ont décidé de faire l'avant-première à South by Southwest plus d'1 mois avant la sortie officielle, ce qui nous a permis, à nous la presse française en ligne, de le voir encore avant, ce qui est hyper rare pour un blockbuster de ce calibre. Et c'est super pratique d'ailleurs, alors merci Paramount. Mieux encore, le truc démarre pas trop mal, puisqu'après une semaine d'exploitation, au moment où j'écris cette vidéo, il a déjà récolté plus de 80 millions de dollars. S'il continue sur cette lancée, il y a de quoi retrouver notre foi en le bouche à oreille. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous reprend quand vous parlez d'un film de super-héros tout pourri à 200 patates, en vous disant que vous savez plus rien apprécier parce que il faut savoir déposer son cerveau, tout ça, vous pouvez lui rappeler qu'il vaut mieux le déposer entre de bonnes mains ce cerveau. Parce que perso, quand je me tape une super production qui bâcle ses scènes d'action pour mieux faire la promo du reste de la franchise, mon cerveau, il s'ennuie. Mais quand je regarde un divertissement qui pioche dans la mythologie qu'il adapte pour enchaîner en toute modestie les péripéties, quand bien même il a plein de défauts, là, je me détends et je profite du spectacle. Il y a un vrai savoir-faire derrière ça, et le reconnaître, c'est aussi de la cinéphilie. On espère du coup qu'entre les grosses licences et compagnie, on verra plus de ce genre de films, qui tentent pas de révolutionner quoi que ce soit, ni de créer une architecture pour 15 personnages sur 15 suites. Kevin, James, si vous nous écoutez, voilà. Bon, pas besoin de s'étendre outre mesure, ce qui est surtout, comme on dit dans le jargon, un divertissement sympatoche. Comme d'hab, si vous voulez qu'on vous cause d'autres choses que de blockbusters américains ou français, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, à vous y abonner pour nous soutenir. Et si vous n'avez pas l'envie ou les moyens, retrouvez-nous en podcast ou même en chair ou en os lors de notre prochain ciné-club, le grand écran large au Club de l'Étoile. On va y passer le règne du feu le vendredi 5 mai. Geoffrey prépare déjà son numéro de cracheur de feu. À la prochaine, salut!
Stop!